Bienvenue dans ce nouveau contenu, nouveau format, type masterclass sur le recrutement. Salut Clément. Salut Romain. Écoute, on a pas mal de questions de clients qui sont souvent des RH, pas spécialistes du recrutement, qui sont venus vers nous et on s'est dit que du coup on allait produire un contenu. Et là, on voudrait faire une vidéo sur les grandes étapes du processus de recrutement avec finalement ton œil d'externe, les do and don't et tes conseils là-dessus. Est-ce que tu as 2-3 idées sur le sujet? Ouais, bien sûr. Oui, je pense qu'on a quand même pas mal d'idées. On a pas mal fait ce process. Donc effectivement, tu vois, nous, chaque consultant chez Club Trust, bon, pas que chez Club Trust, mais voit environ 500 candidats par an. Donc forcément, on a un peu réfléchi et processé sur chaque étape, comment l'optimiser pour avoir les meilleures chances de succès, à la fois pour nos candidats, mais évidemment pour nos clients. Ouais. Ce que je trouve assez intéressant depuis que Club Trust a récupéré le book de recrutement de Talentlers, c'est que vous avez des super stats, bien meilleures que celles de Talentlers sur la partie sourcing. Ouais. Comment t'expliques ce truc-là? Ouais, alors le sourcing, bon, il y a deux façons de sourcer. Il y a la pêche, ok, donc ça on n'a rien. Pour le coup, ça on fait comme je pense faisait Talentlers. C'est ce qu'on appelle mettre des annonces. Donc ça, finalement, on va pas trop en parler. Et il y a la chasse. Donc la chasse, c'est vraiment aller chercher les candidats. Donc nous on a plusieurs façons de le faire, soit on fait via le réseau Club Trust, c'est le club de talent, et sinon on approche des gens aussi sur LinkedIn, où là je pense qu'on a réussi à craquer quand même ce canal-là en étant vraiment très transparent avec les candidats tout de suite, chose qui est appréciable et qui va tout de suite créer une relation de confiance avec les gens qu'on approche. Ok, donc le canal Club Trust, comment ça fonctionne en 2 mots? C'est assez simple. En fait, on a une communauté de talents dans le club qu'on peut solliciter quand on a des nouveaux mandats. Ok. On va le faire vraiment de façon opportuniste, mais parce que c'est des gens en fait qui font partie de la communauté, ils vont pouvoir coopter des gens pour nos process. Ok. Et dans cette partie transparence justement, ça va jusqu'où? Qu'est-ce qui fait que justement vous avez vraiment ces résultats qui sont très bons? Je pense que ce qu'on fait, que moi je voyais assez rarement quand j'étais côté candidat. Typiquement, on a, sauf si confidentialité, en fait, c'est pas un candidat, chaque personne qu'on va approcher, on va lui dire tout de suite le nom de l'entreprise, c'est quoi le poste évidemment, pourquoi c'est intéressant pour lui. Alors, on va pas forcément se donner le budget, ça on peut le faire vraiment rapidement et dans un deuxième temps, mais tout de suite on va donner le plus d'infos. Là où avant, tu sais, tu as été contacté, bonjour, votre profil est très intéressant. Je suis Morgane du cabinet Executive Search. J'ai une opportunité sensationnelle. Est-ce que vous voulez me parler? Ok, mais en fait, si je reçois 10 messages comme ça par semaine, juste pourquoi je vais te répondre pas? Ok, ouais, très clair. Donc la transparence, c'est vraiment quelque chose qui a été playbookisé en fait et qui paye. Et après, du coup, une fois que le sourcing est passé, la partie screening, qu'est-ce qui fait que vous avez des super résultats sur cette partie-là, du coup? Comment ça marche? Le screening, tu vois, nous, ce qu'on fait, alors, et pas les seuls à le faire, mais le screening, pour nous, c'est vraiment une phase où, en fait, tu dois, t'es en position de vente. Je parle en tant que recruteur. C'est-à-dire que le candidat, à ce moment-là, il est passif. Okay, t'es dans une posture de vente. Donc, techniquement, t'es ce qu'on appelle, c'est une préqualification, le screening. Donc, t'as ton premier call avec le candidat. Si la première question c'est bonjour Romain, est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours? Tout faux. Tu vois, t'es pas à ce moment-là en fait. C'est bonjour Romain, écoute, on va passer 15 minutes ensemble, je vais te présenter le poste, l'émission, les responsabilités, et on va voir s'il y a un intérêt de ton côté à continuer. Ok. Tu vois, tu changes les rôles, en fait, c'est moi qui vais te vendre. Ok. Évidemment, tu seras obligé de l'engager dans un deuxième temps, mais pas pendant le screening. Et ensuite, le screening te sert à valider les 4-5 questions bloquantes, le salaire, la localisation, la flexibilité, genre de truc. Ok. À quel moment tu commences à créer de l'alliance? C'est à cet endroit-là ou tout de suite? En fait, bon, j'ai envie de dire, même dès le sourcing, tu peux créer une alliance. Si je t'envoie un message hyper ciblé, tu vois que j'ai passé du temps sur ton profil, déjà j'ai créé une alliance que les autres n'ont pas fait. Et dès le screening, tu vas créer une alliance. Si tu vois, si c'est moi qui est en train de te vendre le poste, toi tu es dans une posture différente. Ok. Et souvent d'ailleurs, je vais tout de suite te dire, écoute Romain, je t'ai contacté parce que j'ai vu que t'avais un parcours en audit compliance, ça me parle. En plus j'ai vu que tu avais une progression rapide. Franchement, on a rarement eu ça à Luxembourg. Ton profil m'intéresse et j'ai envie qu'on t'engage dans le process. Ok. Tu vois, c'est toi, Romain. En l'occurrence, j'ai quand même créé un truc tout de suite avec toi.
c'est quand même très différent si je t'appelle et je te dis écoute Romain, je cherche un compliance officer. Je cherche un compliance, est-ce que tu peux me dire ton parcours? Ouais. Tu vois, et ensuite évidemment, si tu me poses des questions, je vais te répondre. Ouais, c'est intéressant. Tu transformes un pré-check en étape de création d'alliance en inversant le processus. Exactement. En fait, dans cette phase-là, c'est vraiment toi qui est... tu prends un risque, entre guillemets, je t'appelle Romain, toi, et voilà pourquoi je t'ai appelé, voilà pourquoi j'ai pensé que le poste était intéressant. Ouais. Est-ce que tu veux y aller ou pas? Ok. Par contre, on en parlera après, mais une fois que je t'ai fait rentrer, si toi t'es intéressé, tout de suite, je vais mettre du rythme, et ensuite je vais t'engager. Enfin, je veux dire, il va falloir toi, tu passes, Romain, d'une posture passive à active. Je ne pourrais pas t'emmener comme ça jusqu'au bout, seul. Ok. Donc c'est intéressant parce que du coup, une fois que ton screening est fait, tu vas donc soumettre le profil à ton client, etc. Ouais. Et là, tu vas rentrer dans des phases qui sont les phases d'entretien. Ouais. C'est quoi comment ça marche? C'est quoi la mécanique? C'est quoi les points auxquels il faut faire attention à ce niveau-là, tant de ton côté de cabinet que du côté du client? Côté client, pour les entretiens, c'est de bien les structurer, tu vois, d'avoir un process clair, objectif. C'est le même pour tous les candidats, pour ce qu'on appelle recruter de façon structurée. Ouais. La différence de recruter au feeling, c'est-à-dire avec des biais où tu vas choisir des gens qui vont te ressembler. Donc vraiment, plus tu vas structurer ton process, mieux c'est. Ensuite, c'est de mettre beaucoup de rythme, c'est-à-dire après chaque entretien, idéalement, tu dois faire un feedback au candidat rapide, l'engager, et voilà, tu dois pas laisser quelqu'un 3 semaines sans feedback, tu vois. Valider les prétentions salariales aussi à chaque entretien, valider les motivations à chaque entretien, valider qu'il n'a pas de process en cours, et s'il y en a, où est-ce qu'il en est. Et dernier petit tips que nous on voit, si tu as un champion, dès les entretiens, juste traite-le comme un champion en fait. Il faut lui dire. Faut lui dire, mais en tout cas pour moi, je pense qu'il faut avoir un traitement différent. En tout cas, nous, quand on a un champion, on le voit tout de suite, on va le traiter différemment. Ça veut dire qu'on ne traite pas les autres, mais lui, tout de suite, à chaque fois que je vais lui parler, je vais lui dire, écoute, à mon avis, toi, tu peux aller au bout. Enfin, tu as des chances. En fait, il faut que tu augmentes ton niveau de confiance. Pas oublier qu'un candidat, dans un process de recrutement, au départ, il a une chance sur 100 d'être pris. Ouais. Tu vois, il y a 100 candidatures en moyenne par job. Au sourcing, il a une chance sur 20. Premier entretien, une chance sur 5. Deuxième entretien, une chance sur 3. Troisième entretien, une chance sur 2. Donc, si c'est un champion, et nous, franchement, dès que je fais un screening... Tu le sens au screening? Ouais, franchement, je veux pas te... Si tu devais faire un pari... Si je devais faire un pari, je me trompe peut-être à 50%, tu vois, mais dès les 30 premières secondes, déjà, je me fais un avis assez sain sur jusqu'où il va aller, quoi. Et au bout de 5 minutes, honnêtement, je suis à 80-90% où je sais que c'est lui ou c'est après, j'ai plus qu'à le faire dérouler. C'est ce ou cette candidate qui franchement, là-dessus, tu as quand même développé, si tu comprends bien ce que ton client il veut. Et donc forcément, quand c'est lui, je suis hyper disponible, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que j'écoutais un podcast sur la partie décision qui était appliqué au recrutement avec Siboni, un professeur qui était spécialiste biais cognitif, et il disait l'intuition dans le business, c'est un environnement stable, donc typiquement les mêmes choses, c'est de la récurrence, de la fréquence, donc c'est les 500 fois où tu es là, et il faut décider sur les choses où j'ai un feedback pour pouvoir analyser les choses précédentes. Et en fait, le recrutement, ton métier, ça regroupe vraiment ces 3 points-là, quoi. Ouais, complètement. Oui, franchement, exactement. Ok, c'est ce qui fait que tu arrives avec des predictability fortes. Ok, on a fait les entretiens. Après ça, l'étape d'après, c'est le closing. Donc, c'est le moment où on doit finalement se mettre d'accord. Tu avais fait une analogie avec l'immobilier que je trouvais intéressante sur un de tes posts LinkedIn. Sur la partie... C'était sur quoi? C'était sur Plaza, le closing. Ouais, il y avait un post sur Stéphane Plaza et sur les analogies entre finalement ce closing, cette négociation financière en recrutement ou là-dessus. C'est quoi tes tips sur cette phase de closing? Normalement, le closing, tu vois, il a été amené en amont. Plus tu vas l'amener en amont, plus tu vas le préparer, moins tu auras de problèmes au niveau du closing. Alors, l'analogie à laquelle tu fais référence, franchement, je suis pas sûr de l'avoir là, ou en tout cas, je vais t'oublier. Je me souviens que j'avais dit quelque chose sur un peu comme en immobilier. Tu vois, si t'as pas trouvé au bout de 2 mois, c'est que le problème, c'est toi. Tu vois, c'est une phrase de Stéphane Plaza, mais du coup, je pense pas que ce soit le closing. C'est pas ça. Non, c'était sur la partie négociation du prix avec la partie salariale. Ok, t'as 4 façons, en fait, quand tu arrives au closing. Donc,
Déjà, je parle en termes de process. Nous, ce qu'on aime bien, c'est que nos clients, ils fassent une offre à l'oral. Ouais. Tu vois, tu prends le temps, tu appelles le candidat, tu lui présentes l'offre, tu réponds à ses questions et tu le réengages. Tu vois, c'est pas juste, tu vois, bonjour Romain, on va te faire une offre. Écoute, on a pensé que c'était l'offre la plus juste pour toi. On a vraiment envie que tu nous rejoignes. Voici les conditions qu'on te propose. Toi, Romain, tu poses tes questions. Alors après, tu es d'accord, pas d'accord, ça c'est un autre sujet. Mais voilà comment on le fait. On aime bien aussi que le manager prenne son téléphone. Tu vois, un manager qui s'engage, qui t'appelle, toi Romain, il dit attends, en fait Romain, bah voilà, ça fait 2 mois qu'on est en process, on a envie que tu sois dans l'équipe. C'est quand même, ça c'est quand même engageant. Ouais. Ensuite, tu as l'offre écrite, qui évidemment doit être la même que l'offre orale. Bien sûr. Et ça, après, c'est les plus classiques. Mais voilà, ça, c'est pour le process. On aime bien le faire en 2 étapes comme ça. Ça, c'est la bonne pratique. La mauvaise pratique, tu vois, à défaut, c'est... je t'aime bien. Je te le dis pas. Je t'envoie un email. Et je te dis, Romain, on va te faire une offre à 80 000. Et puis ensuite, t'as pas de communication. Et je te contacte pas. C'est-à-dire, je coupe toute communication et j'attends que tu me répondes. Et puis, de toute façon, je t'ai fait une offre. Maintenant, c'est à toi. Tu vois, en fait, c'est un peu une danse quand même, le closing. Alors, tu vois, si je t'ai appelé, je t'ai expliqué pourquoi je t'ai fait cette offre, tout de suite, tu es quand même plus engagé. Ok. Donc, tu dis que finalement, c'est une phase dans laquelle finalement, même si, parce que c'est un peu contre nature, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de dire, moi je suis RH, j'ai pas envie d'être trop pushy en étant en contact, donc je mets la balle dans son camp et je le laisse décider. En fait, tu dis que ça, de ton expérience, ça produit l'effet inverse, ça crée de l'unpredictability, de l'insécurité. Attention, on ne dit pas d'appeler, dire est-ce que tu viens, est-ce que tu viens, est-ce que tu viens. Non, tu dois rester ouvert, mais évidemment, tu ne dois pas être pushy. Bien sûr. D'ailleurs, tu dois donner un temps de réponse à ton candidat, lui dire écoute, nous, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on laisse 48 heures ou j'en sais rien, moi, 1 semaine pour que tu puisses nous répondre. Entre-temps, si tu as des questions, n'hésite pas. Mais en fait, ce que tu veux pas, c'est que le candidat ait doute, mais que tu le saches pas. Ouais. Typiquement, là, j'ai un cas en ce moment. Et la candidate, elle est en plein doute. Moi, je sais qu'elle est en train de douter. Moi, je peux la rassurer, mais tu vois, je suis pas forcément objectif. En tout cas, elle ne me voit pas comme tel. Ouais. En fait, ma meilleure solution, c'est de dire au manager, écoute, si tu veux cette candidate, il va falloir que tu l'appelles et que tu répondes à ses doutes. Okay. Et sans moi, il y aurait eu quasiment 100% de chances qu'ils envoient l'offre. Et en fait, ils ne savent juste pas qu'elle est en train de douter. Okay. Et pour info, elle a déjà refusé l'offre là. Donc je suis en train d'essayer de voir justement pour qu'elle donne ses doutes. Mais sans cette intervention, en fait, elle a refusé l'offre. Sur un aveugle et ils ne savent pas à quoi parce qu'ils ne savent même pas qu'elle est en train de douter. Ok, très clair. Une fois le closing est là, la 5e étape, enfin la dernière étape qu'on avait un peu vue ensemble, c'est l'onboarding. Ouais. C'est une étape qui est importante quand même dans le process. Pareil, l'onboarding, oui, ça se prépare. Typiquement, tout ce que tu vas pouvoir faire avant que la personne arrive, c'est pas juste préparer son PC ou qu'il ait ses tickets resto quand il arrive. C'est vraiment, peut-être que tu peux l'inviter à des événements d'équipe, tu vois déjà. Ouais. Et ensuite, l'onboarding, nous, ce qu'on préconise, c'est tu dois avoir un plan. En jour 1, il doit se passer ça. En jour 5, il doit se passer ça. Jour 30, il doit se passer ça. Jour 100, il doit se passer ça. Et tu dois à chaque fois prendre du feedback à 360. C'est pas juste toi qui dis, écoute, Romain, ouais, tu travailles bien, voilà. Et tu dois dire, attends, écoute, Romain, toi, on t'avait dit que tu ferais ça. C'est quoi ton retour ? Ok. Donc, quelque part, tu dis, c'est intéressant parce que là, l'onboarding, c'est une tâche qui est très RH dans le monde corporate. Alors, en fait, là, tu parles plutôt d'une action du manager. Ah ouais, pour moi, complètement manager. Ok. En fait, tu invites le manager à prendre une action avant l'entrée. Déjà. Ouais. Et le manager qui délègue l'onboarding au RH, tu vois, qui pense à non, mais l'onboarding, c'est RH ou IT, enfin tu vois, il va prendre sa matinée, aller récupérer son PC, son badge, et puis ensuite, à 14h, il travaille. Désolé, mais c'est pas du super management, tu vois. Et honnêtement, on le voit beaucoup, ça, c'est une erreur classique. Alors, derrière les managers, alors pas parce que... Oui, souvent parce que c'est le process de la boîte qui fait ça. Puis ils n'ont pas le temps. Ouais, bien sûr. En fait, ils ont recruté quelqu'un pour un besoin spécifique. Très souvent, on voit en jour 1, en fait, tu es un employé, c'est ta to-do,
On se reverra. Viens, oui, bien sûr, on ira prendre un café. Dans un mois, on fait un point. Moi, j'ai beaucoup de candidats qui n'ont pas eu juste l'opportunité d'avoir un point avec leur hiring manager. Sur cette partie onboarding, c'est intéressant parce que c'est aussi le moment où le candidat va pouvoir vivre et voir avec ses yeux ce que tu lui as vendu ou ce qu'il a projeté pendant tout le processus. Nous, on a un enjeu. Alors, du coup, nous, on fait ce feedback-là à 15 jours. On appelle les candidats. Ça nous permet aussi de savoir ce que je ne suis pas en interne, évidemment, mais ce que le mot client m'a vendu. Tu vois, si lui, il me dit, il va faire ça, que moi, j'appelle le candidat 15 jours après, il me dit, écoute, Clément, en fait, je suis hyper surpris, je fais pas ça. Tu vois, là, j'ai quand même un warning assez important. Donc, nous, on le fait. Ça arrive pas souvent, heureusement. Mais nous, bien sûr, on a un suivi, un accompagnement à faire avec les candidats. Enfin, tu vois, c'est quand même important ce qui fait passer dans la vie du candidat. Donc, on est... c'est obligé de le faire, quoi. Ouais, on a tendance, quand c'est notre métier de recruteur, on a tendance à oublier que les personnes, pour elles, ça reste un événement exceptionnel et un peu engageant. Bien sûr, parce qu'en fait, toi, tu fais ça tellement qu'en fait, tu pourrais traiter de façon... c'est ton day-to-day, donc tu vois 500 candidats par an, un de plus, un de moins, c'est OK. Mais en fait, pour un candidat, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que pour lui, c'est quasiment une décision des plus importantes à chaque fois. Tu vois, ça va impacter sa famille, son futur. Tu vois, il y a plein d'enjeux pour lui. Donc, c'est hyper important. Faut jamais tomber justement dans ce travers-là de se dire, OK, vas-y, pour moi, c'est du day-to-day. Il y a une 6e étape qui existe pour toi et qui n'existe pas pour un RH interne, c'est la fin de période d'essai. Finalement. C'est là où définitivement nous on est ça veut dire recrutement réussi, logiquement. Quand finalement ça se passe pas bien, un recruteur interne il part en day one. Finalement, comment vous traitez la situation en cabinet? Parce qu'il y a des garanties. Il y a une garantie de remplacement, bien sûr. Donc, éthique, c'est dans ces moments-là qu'on voit si tu as un bon partenariat. Évidemment, tu essaies de comprendre ce qui s'est passé. Logiquement, ton client t'a déjà fait des alertes. C'est assez rare quand même qu'on t'appelle juste la veille, on te dit écoute, on va pas poursuivre avec le job. Donc quand il se passe ça, tu repars et tu cherches. Je pense que c'est une façon de montrer aussi à ton client que tu es là. C'est vraiment la différence entre ce côté prestataire et partenaire qui bien sûr, c'est ce qui permet de créer un partenariat sur le long terme si tu arrives à faire ça. Je veux dire, tu es obligé d'y arriver, mais souvent... tu es obligé d'y arriver, c'est une obligation de moyens, tout le monde ne se met pas cette pression-là. Non, bien sûr. Chez Club Trust, c'est la pression que vous mettez. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, dans des cabinets, tu as les consultants stars qui prennent les jobs. Par contre, au moment du back-out, on met le stagiaire. Ça, honnêtement, ça arrive. Nous, on fait ça activement. Nous, c'était ton recrutement, ça s'est mal passé, tu gères jusqu'au bout, quoi. Donc, c'est le même consultant qui fait les deux. Bien sûr. Ok. Super. Ok, hyper clair. Écoute, merci beaucoup pour cette nouvelle mini vidéo et puis on enchaîne sur la prochaine. Allez, let's go.